Bon, mesdames, messieurs, bonjour. Donc, je suis Philippe Forêt, je viens en voisin de la faculté des sciences humaines et sociales de l'université Jean Monnet à Tréfilor. Et j'ai l'impression d'être un peu décalé, mais c'est vous qui en jugerez. En tout cas, dans mon intervention, je pense pas prononcer le terme de soins ou parler de médecine. Je viens donc vous faire une présentation de ce qu'on appelle l'éthique du care, avec un sous-titre Qu'est-ce qui nous relie aux autres. Donc mon propos, c'est de faire cette présentation de façon un peu chronologique, en disant d'où vient cette théorie du care, et puis comment elle a évolué dans certains secteurs professionnels, comment elle a été reçue et discutée dans certains secteurs professionnels. Voilà, donc il y a trois étapes principales. Je ne sais pas en fonction du temps que j'ai si je pourrais esquisser une quatrième, mais au moins les trois premières. Donc voilà, le début de l'origine de ces idées concernant l'éthique du care, c'est une psychologue américaine qui s'appelle Carol Gilligan, qui travaillait à l'université d'Harvard dans les années 80, qui était la collaboratrice qui travaille dans le domaine de la psychologie morale, c'est-à-dire qu'elle collaborait avec un professeur, Laurence Kohlberg, qui faisait des études du développement moral. On étudie le développement des représentations depuis l'enfance jusqu'à l'âge adulte dans le domaine de la morale. Par exemple, donc, c'était sous la forme d'enquêtes quantitatives et d'autres qualitatives, par exemple celle-là qui est devenue célèbre ensuite, en particulier grâce au travail de Carol Gilligan. Donc on propose aux personnes un dilemme. J'y reviendrai tout à l'heure. Alors je vous le lis tout de suite. Le dilemme de Heinz. La femme de Heinz est très malade. Elle risque de mourir si elle ne prend pas un médicament. Mais celui-ci est très cher. Heinz n'a pas suffisamment d'argent pour l'acheter. Or, le pharmacien refuse de lui faire crédit. Heinz doit-il laisser mourir sa femme ou doit-il voler le médicament? Voilà. C'est donc une situation fictive qu'on propose aux personnes qui sont interrogées. Et l'intérêt dans cette situation, c'est pas tellement la réponse, oui, il doit voler ou non, il doit pas voler, c'est plutôt le type d'argumentation qui est proposé. Et c'est le type d'argumentation qui permet de mesurer le niveau de développement moral des personnes. Alors, Kohlberg avait établi une échelle du développement moral selon les âges de la vie, qui distinguait l'enfance, l'adolescence, l'âge adulte, avec des sous-stades, etc. Et Carol Gilligan était donc la collaboratrice de Lawrence Kohlberg, et elle s'est arrêtée sur un constat qui n'avait pas été vraiment mis en évidence, mais qui, elle, l'a beaucoup intéressée. C'est que sur les populations importantes qui étaient testées, on pouvait constater que les filles réussissaient moins bien les tests que les garçons. C'est-à-dire que dans l'échelle du développement moral, au même âge, elles se situaient à des niveaux de développement qui étaient souvent inférieurs. Alors ça l'a évidemment interrogée. Elle n'en a pas conclu. Elle n'en a pas conclu. Alors, excusez-moi, j'ai oublié de signaler un point, c'est que cette échelle est finalisée par l'accès à l'autonomie morale. C'est-à-dire que l'objectif final et les stades les plus élevés de ce développement moral, c'est celui du jugement autonome, où une personne juge en lien avec la législation en vigueur, et aussi juge de façon autonome en faisant un calcul de préférence, en calculant des coûts, des profits, et en décidant en connaissance de... Voilà. Et donc Carol Gilligan n'en a pas conclu de ce constat que les filles étaient moins autonomes que les garçons. Elle a conclu que les tests étaient probablement biaisés. Biaisés pourquoi? Parce qu'ils étaient élaborés par des hommes à destination de garçons qui avaient été testés pour la mise en place, qui avaient été pré-testés.
Et donc, c'est ce qui l'a conduit à sa thèse, qui a été exposée dans cet ouvrage, In a Different Voice, donc paru en 1982 aux États-Unis, traduit en 1986, donc une voix différente pour une éthique du quai. Et la thèse exposée par Gilligan dans cet ouvrage, c'est que les filles voient les choses autrement, elles ont une autre voix ou un autre regard. Quand on reprend le dilemme de Heinz, dans cet ouvrage, donc Carol Gilligan distingue deux cas fictifs, celui d'un jeune garçon, celui d'une jeune fille. Ils ont tous les deux le même âge, ils ont à peu près le même niveau de scolarité, de performance scolaire, mais on constate que le petit garçon, qu'elle appelle Jake, procède à un raisonnement. Il raisonne en termes de droit humain. Il confronte le droit de propriété qui est celui du pharmacien, qui a donc le droit de vendre son médicament, et l'exigence de sauver une vie humaine, qui fait partie des droits fondamentaux. Il confronte ces deux droits et il établit une hiérarchie rationnelle et il en conclut donc que Heinz a le droit de voler le médicament puisque le fait de sauver une vie a plus de valeur que dans le cas d'espèce, que le respect du droit de propriété. Alors que la fille, elle, qui est interrogée, enfin qui représente le type de réponse que Gilligan a repéré, se situe plutôt dans une autre manière de voir, qui serait plutôt une morale des relations humaines, nous dit Carol Gilligan. Son souhait, c'est pas tellement d'établir une hiérarchie de droit, son souhait, c'est d'abord de préserver les liens sociaux. Bien sûr qu'elle veut prendre soin de son mari qui est en train de mourir, mais en même temps, elle ne souhaite pas rentrer en conflit frontal avec le pharmacien, donc elle essaye de le convaincre, etc., etc. Elle compte sur les bienfaits de la communication et non pas sur le fait de revendiquer rationnellement un droit. Voilà, donc c'est la situation de départ que je voulais rappeler, qui est au point de départ de cette théorisation donc, de Carol Gilligan et qui l'a conduit à formuler ce qu'à partir d'elle, on a donc appelé l'éthique du care. Hein, avec, vous le voyez dans ma présentation, dès le départ, une opposition, au fond, entre deux types de visions éthiques, ou tout simplement deux types d'éthique. Une éthique de l'autonomie individuelle, qui serait incarnée par le jeune garçon, d'un côté, et cette éthique des relations sociales, qui serait plutôt représentée par la fille que je viens dont je viens de résumer le point de vue. Et ça pose une question qui a été discutée. Est-ce que ces deux morales sont des morales fondamentalement différentes, la morale de l'autonomie individuelle, qui est une morale relativement dominante dans le type de société qui est le nôtre, ou bien est-ce qu'il y aurait des moyens d'articuler la morale de l'autonomie avec une morale. Voilà, c'est un résumé sans doute très insuffisant, mais je vais avancer quand même sur la manière dont ce travail inaugural de Carol Gilligan a ensuite été reçu. Alors d'abord, il y a un problème que je mentionne brièvement. Le terme de care donc est un terme anglais et quand le travail de Gilligan est arrivé en France, on s'est demandé s'il fallait traduire ce terme et comment on devait le traduire. Et en fait, c'est compliqué puisque indépendamment de la dénotation du terme, sont attachés tout un ensemble de connotations à l'idée de care
qui rendent la traduction difficile, ce qui fait d'ailleurs que dans un certain nombre de cas, on choisit de ne pas traduire et on conserve l'expression éthique du care. Donc quand on regarde le champ de signification de ce terme, on voit que to care, ça peut désigner d'abord un ressenti, hein, le fait de se soucier d'eux, hein, d'éprouver d'éprouver une préoccupation à l'égard d'un sujet ou d'une personne. C'est deuxièmement ensuite une disposition, donc plus qu'un ressenti, dans l'idée du care, il y a une orientation vers l'autre, qu'on traduira ici par la notion de sollicitude, plutôt le fait de faire preuve de sollicitude. Et puis, dans le caring, par exemple, qui vient de Donald Winnicott aussi, quelques années auparavant, il y a l'idée d'une action objective qu'on a traduit en français plutôt que par soigner, on traduit plus volontiers par le fait de prendre soin. Donc quand on parle de l'éthique du care, pardon, je pense que c'est assez important d'avoir à l'esprit qu'il y a cette richesse conceptuelle qui doit être maintenue dans le terme de care, dans le fait de prendre soin. Alors, le travail de Gilligan a donc été traduit assez rapidement, hein, en français en 1986, et il a été rapidement discuté. Il a été discuté à différents points de vue. Par exemple, dans le domaine du travail social, on a formulé une critique que je me contente de mentionner, que j'appelle ici la critique de la dérive compassionnelle, c'est-à-dire que cette critique consiste à dire que, faute de pouvoir agir et faute de pouvoir améliorer les choses, on compatit et on prend soin des personnes. Hein. Donc ici, le care, le prendre soin, est une espèce de forme d'impuissance qui serait convoquée dans l'absence d'une capacité d'action. Hein. Et donc, on ne peut pas rendre les personnes plus autonomes, ou on ne peut pas agir pour leur permettre d'accéder à l'autonomie, et donc on met en place des formes de substitution, des formes de compassion. C'est la première critique qui a été formulée. Une deuxième critique, c'est concernant les risques d'emprise et de paternalisme dans cette éthique du care. Alors ici, il faut avoir conscience du fait que l'éthique du care a souvent été étudiée par des personnes qui soit travaillaient dans le domaine de la jeune enfance, avec les très jeunes enfants, on comprend bien pourquoi les jeunes enfants ont besoin du fait qu'on prenne soin d'eux, hein. Soit dans le domaine des personnes âgées, hein, le care aussi, l'éthique du care s'est répandue plus dans ce domaine-là, dans le domaine du travail social aussi, et puis dans le domaine pour les personnes qui travaillent avec les personnes en situation de handicap. Donc on avait des populations spécifiées, bien spécifiées, par leur vulnérabilité, en particulier les jeunes enfants, les personnes âgées et les personnes en situation de handicap. Et une critique formulée contre cette éthique du care, c'est la critique du risque d'emprise, du risque d'exercer une violence, un chantage affectif. Je cite ici Marilyn Friedman, je ne sais plus si j'ai mis une diapositive, non, excusez-moi, donc je me contente de la citation. Nous sommes à la fois capables d'aider les autres, mais en même temps, nous sommes capables de les blesser. Hein. Nous sommes à la fois capables d'aider, de prendre soin des autres, et en même temps de blesser et d'opprimer les autres, et parfois peut-être de faire les deux à la fois. Donc il y a cette idée que dans les relations de proximité, quand les relations de care sont des relations de proximité, où les personnes sont très attentives à la singularité de l'autre, il y a tout un tas de risques qui sont des risques d'emprise, des risques de violence, des risques de dépendance, qui sont soit des risques de dépendance de la personne dont on prend soin à l'égard de la personne qui prend soin, mais qui peuvent être aussi des risques de dépendance inverse, hein,
Autrement dit, la personne bénéficiaire du care peut aussi mettre le soignant dans sa dépendance. Il peut y avoir des dépendances réciproques. Voilà une deuxième discussion qu'on a fait de cette éthique du care. Et je vais donc me dépêcher. La troisième discussion porte sur le care et les femmes, puisque Carol Gilligan, je vous le rappelle, avait suggéré que c'était les femmes ou les filles qui avaient un regard moral différent. Hein. Alors, son travail a été fortement discuté par les milieux féministes aux États-Unis et puis en France, puisqu'on s'est demandé est-ce que vraiment la morale du care est une morale spécifiquement féminine. Je vais très vite, mais assez rapidement, on a pu faire l'objection suivante, c'est que si ce regard du care, si cette éthique du care se trouvait majoritairement partagée par des femmes, c'était vraisemblablement pas à cause d'une nature spécifiquement féminine, mais plutôt d'une situation historique et sociale qui sont celles des femmes, dans des sociétés où les hommes monopolisent les positions de pouvoir et les métiers de pouvoir, et où ce sont souvent aux femmes que reviennent les activités qui reviennent du care. Voilà donc, excusez-moi, là du coup je vais très vite, mais puisque le temps n'est pas très, le temps qui me reste est très faible, et donc ça conduit à la troisième étape après la discussion, qui est une étape de généralisation proposée par une philosophe, Joanne Tronto, dans un ouvrage sur un monde vulnérable, qui a suggéré que la notion de care avait une extension beaucoup plus générale que celle des simples relations individuelles, puisque c'est le monde lui-même qui est susceptible d'avoir besoin que nous prenions soin de lui. Hein. Joanne Tronto appelle care tout ce que nous faisons pour maintenir, perpétuer et réparer notre monde afin que nous puissions y vivre aussi bien que possible. Donc je me contenterai de dire deux choses pour préciser ce point de vue. Premièrement, ce que nous dit Tronto, c'est que les activités de care, les activités de prendre soin, ne sont pas le propre d'un genre, hein, par exemple des femmes, elles sont plutôt le propre de groupes de personnes qui sont en situation dominée, hein, par opposition en situation dominante. Ce sont souvent à des gens qui exercent des positions dominées qu'on demande, hein, qu'on attend ces activités de care. Et puis deuxièmement, ce qu'elle nous dit, c'est que le care, c'est pas seulement un souci, c'est pas seulement une disposition, c'est pas seulement une attitude, c'est aussi un ensemble de métiers. Elle dit, il y a des métiers qui sont spécifiquement des métiers du care, et donc ça renvoie pour elle à une politique du care. Hein. Il y a non seulement l'idée d'une éthique du care, mais il y a aussi un besoin de traduire cette éthique dans des institutions politiques. Par exemple, l'État-providence est une manière de concrétiser cette éthique du care. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là. Je suppose que j'en ai assez dit. Je vous remercie de votre attention. Je voudrais vous poser une première question, parce qu'on a discuté depuis tout à l'heure sur l'humanité et en même temps la question des sciences. Est-ce que vous pensez qu'avec le care, il peut participer au prendre soin et il peut être éthique de se fonder sur l'evidence-based medicine? Et dans quelle mesure? Bon, écoutez, je dois commencer par répondre que ma réponse va être une réponse de non-expert. Hein. Et donc, je ne sais pas trop à quel titre je vous réponds, en fait, hein, puisque je n'ai pas d'expertise particulière sur ce point. Si je me base sur l'exposé que je viens de vous faire, si vous voulez, et que j'essaye de faire une projection sur ce dont j'entends parler depuis que je suis arrivé ici et que je découvre, hein, que je connais vraiment pas du tout, sinon en tant que patient.
j'en arriverai à dire que la médecine scientifique ou la médecine basée sur des preuves représenterait plutôt le côté de l'autonomie, hein, c'est ça, et par opposition à l'autre côté, celui de l'éthique du care. Et alors, la dernière étape de mon exposé, après celui consacré à Joan Tronto, allait consister à dire qu'avec une philosophe ultérieure qui s'appelle Martha Nussbaum, on a une tentative pour concilier les deux approches, c'est-à-dire la morale de l'autonomie et la morale du care. Donc voilà, sur la base de cette tentative-là, et je vais pas prendre de risques hein, inutiles, je suppose que, alors c'est pas original du tout ce que je suis en train de vous dire, mais je suppose qu'il est prudent de chercher à concilier les deux approches. Et du coup, je m'appuierai sur l'autorité du collègue précédent, c'est-à-dire de trouver des astuces pour rapprocher l'evidence-based medicine avec les pratiques centrées sur le patient. Vous m'autorisez à ne pas en dire plus, s'il vous plaît. Je vous remercie pour votre prouesse. Merci à vous. Merci beaucoup.